Rebonjour à toutes et tous. Nous espérons que vous avez pu profiter de ce moment de ce midi pour vous rencontrer et participer aux ateliers de notre pentathlon et que vous êtes parfaitement armés pour notre fin d'après-midi. Le colloque du Cercle Interrel, ce sont des ateliers, des tables rondes de dirigeants, mais également le témoignage de grands témoins. Ils marquent leur temps avec leur expérience et leur engagement. Et donc, je suis ravie de donner la parole à Justine. Notre invitée est aviatrice, écrivaine et conférencière. Elle est chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national de mérite. Une rue, une école et un gymnase portent son nom. Un téléfilm a été consacré à son histoire sur TF1 en 2020. Je vous invite à découvrir son portrait à travers ce reportage présenté par Anne-Claire Coudray aux 20h de TF1. Donc, j'ai vraiment l'immense privilège de vous présenter Dorine Borneton. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, bonjour Dorine et merci de nous faire l'honneur d'être notre grand témoin aujourd'hui dans ce colloque. Vous allez nous parler des différentes étapes de votre vie et comment vous avez trouvé du sens après un accident d'avion auquel vous étiez la seule survivante. Comme nous, vous savez que beaucoup de rêves paraissent impossibles. Pour nous, vous allez nous raconter comment vous avez réalisé les vôtres, en grimpant marche après marche, en devenant virtuose dans votre domaine, en accueillant l'inattendu parce qu'il fait grandir, en écoutant vos équipes, car le projet vole grâce à leurs compétences aussi, leur qualité d'être et leur savoir-faire, et en choisissant surtout la confiance et la joie. Merci Justine. Donc, en fait, première question qu'on a pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à devenir pilote jeune fille, parce que ce n'est pas un rêve très courant chez les jeunes filles. Oui, c'est pas un rêve très courant chez les jeunes filles, surtout que moi, c'est mon père qui m'a transmis sa passion. Mon père est passionné d'aviation, c'est une véritable encyclopédie. Et lorsque j'étais petite, avec mon frère, il nous racontait l'histoire, l'aventure extraordinaire de la conquête du ciel et surtout l'aventure des pilotes de l'Aéropostale. Vous savez, ces hommes qui transportaient du courrier, d'abord de Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, jusqu'à Dakar, et ensuite ils ont bondi par-dessus les océans. Et ces pilotes ont, comme l'on dit, ont défriché les premières lignes aériennes de l'histoire. C'est eux qui ont tracé les premières lignes aériennes de l'histoire. Et si aujourd'hui, on peut prendre un avion et se déplacer dans le monde et voyager à travers le monde, on le doit à ces pilotes. Et ces pilotes étaient prêts à risquer leur vie pour le courrier, parce que à l'époque le leitmotiv, la phrase véritablement c'était il faut que le courrier passe, le courrier d'abord. Et il y avait une véritable fraternité entre ces pilotes. Et moi ça m'a toujours fascinée. Et je me disais, quand je serai grande, je voudrais vivre une vie comme eux, une vie pleine d'aventures, pleine de partage, pleine d'échanges, avec ces valeurs de fraternité, d'entraide et de liens qu'on tisse entre pilotes. Et comme vous le disiez, Justine, il n'y avait pas de femme à ce moment-là, enfin pilote de l'Aéropostale. Et mon père avait proposé à mon frère, il lui avait posé cette question.
étant passionné d'aviation. Est-ce que toi, tu voudrais pas devenir pilote plus tard? Parce que moi, j'ai pas pu réaliser ce rêve. Il portait des lunettes. Est-ce que toi, tu voudrais pas devenir pilote plus tard? Et mon frère a répondu, je m'en souviens encore, il avait fait cette réponse, il avait dit « Ah non, moi jamais je ne pourrais piloter un avion parce que j'ai trop peur. Et si un jour on me donne les commandes d'un avion, je vais faire une bêtise, je vais me tuer, je vais me cracher. Non. » Et moi, je suis arrivée derrière et j'ai dit à mon père « Mais moi je veux devenir pilote. » Et s'il y a peu de femmes dans ce métier, dans cette profession, eh bien, peut-être qu'un jour, je pourrais devenir une pionnière, moi aussi, la première. Je ne savais pas encore de quoi, mais en tout cas, j'avais fait semer cette idée et qui ensuite a continué de pousser. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que votre père vous a soutenu aussi, parce que c'est vrai que tous les pères ne voient pas leur fille faire des métiers on va dire plutôt masculin, et il avait vu que vous pouvez être pionnière aussi, c'était ça, hein? C'est ça, il m'a dit, bah oui, pourquoi pas, et d'ailleurs, tiens, il n'y a pas de femmes, à l'époque, il n'y avait pas de femmes pilotes de Canadair, et c'est un métier extrêmement noble, hein, pilote de Canadair, vous allez sauver des vies, vous allez éteindre des incendies. C'est un métier extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Et il m'avait dit, bah, peut-être que tu pourrais être, toi, la première. Et ça m'avait motivée. Autant j'étais pas la première à l'école, mais être la première pilote de Canadair, ça me motivait. Super. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que vous avez eu un accident. Et donc, comment cet accident a transformé votre désir de devenir pilote? Alors, l'accident, paradoxalement, a renforcé mon désir de devenir pilote. Déjà, il faut le rappeler, je suis la seule survivante de cet avion, de ce crash. Donc j'ai quand même eu beaucoup de chance. Les autres pilotes n'ont pas eu ma chance. Donc prenons conscience de cela. Je me suis dit, mais il faut que j'en fasse quelque chose. Je ne peux pas rester là, rester sur un échec, rester sur cet accident. Et d'autant que moi, mon avenir à ce moment-là était tout tracé. Hein. On m'avait dit que ce serait les allocations familiales, le canapé et la télé. Et donc, je me suis dit qu'il fallait prendre ma vie en main. Et même si ça paraissait impossible, même si je n'avais pas la solution, parce que nous étions à ce moment-là en 1991, on n'avait pas Internet, on n'avait pas l'information, on ne disposait pas de l'information comme aujourd'hui. Et je ne savais pas qu'il y avait à l'époque 3 aéroclubs en France qui accueillaient des personnes handicapées. Il y avait donc des avions adaptés au handicap. Mais donc on m'avait dit, les médecins m'avaient dit c'est impossible, vous ne pouvez plus piloter un avion parce qu'on a besoin de ses jambes pour piloter un avion. Hein, vous le savez, certaines commandes sont aux pieds. Mais justement, si c'était difficile, si c'était impossible, eh bien j'allais moi aussi, comme ces pilotes de l'Aéropostale, ouvrir une nouvelle voie. Et puisque c'était difficile, eh bien finalement le projet était encore plus grand, avait encore plus de sens. C'est justement là où il fallait aller, puisque c'était pas possible, puisque c'était impossible. C'est incroyable. Donc vous dites souvent, en fait, qu'on ne peut rien faire seul, mais toujours ensemble. Quelles sont les personnes clés ou les communautés qui vous ont aidé dans votre parcours et quel soutien ont-elles apporté? Je vais vous montrer quelques photos. Oui, on ne peut rien faire seul, évidemment, parce que vous imaginez que dans ce contexte où, évidemment, pour piloter un avion, normalement, vous avez besoin de vos jambes. Donc là, il y a une solution, enfin, il y a un problème technique. Il faut trouver une solution technique. Et il a fallu donc innover, inventer, explorer et aller trouver les ressources là où elles étaient pour pouvoir accomplir ce projet.
Puisqu'au départ, c'était un rêve, mais ce rêve, j'ai mis une date à ce rêve, c'est devenu un projet de celui de devenir pilote. Et je me suis entourée de ressources, d'instructeurs déjà qui m'ont transmis leur savoir, hein, d'instructeurs bienveillants, parce que ce qu'on demande à un instructeur, à un manager, ce n'est pas de briller, mais c'est de nous éclairer. Et j'ai trouvé des instructeurs qui ont éclairé mon chemin et qui m'ont permis de devenir pilote, d'abord pilote privé, malgré la peur, parce que vous imaginez, j'ai eu un accident d'avion. Donc moi, je sais ce que c'est que je connais la peur quand on rentre dans un nuage, la peur quand on vole, quand il y a du vent, quand il y a des turbulences. C'est resté inscrit au plus profond de moi-même. Et j'ai dû aller au-delà de cette peur. Et j'ai trouvé donc des compagnons d'infortune, comme on s'appelle, donc d'autres pilotes handicapés, d'autres pilotes paraplégiques, qui avaient donc les réponses pour équiper nos avions de voltige. Mais j'ai surtout trouvé l'aide d'une femme. Et je crois beaucoup en la sororité. Cette femme, c'est Brigitte Revelin-Falcoz. On l'a vue sur la photo. À l'époque, elle s'appelait Brigitte Motte. Et cette femme a été l'une des premières femmes pilotes de ligne en France. Il faut savoir que dans les années 70, le métier de pilote de ligne était interdit aux femmes. On leur disait qu'il était impensable de confier une machine aussi coûteuse qu'un avion de ligne à une femme. Brigitte Revelin-Falcoz est devenue l'une des premières et elle a fait partie du premier équipage 100% féminin d'Air Inter en 1984. Vous imaginez, c'était hier. Elle est devenue commandant de bord à Air France. Et lorsque j'ai rencontré Brigitte, lors d'un tour de France aérien auquel je participais, je m'étais sélectionnée, une compétition difficile, j'ai rencontré Brigitte et Brigitte est venue me voir, intriguée par cette jeune pilote qui se déplaçait en fauteuil roulant. Elle n'avait jamais vu ça. Et puis on a échangé, on s'est reconnus à travers notre échange, nos regards. Et Brigitte a bien vu a compris que j'avais envie, moi, d'aller plus loin que le brevet de pilote privé, que j'avais envie de faire de ma passion un métier, de devenir pilote professionnel. Mais elle savait que c'était pas possible. Elle savait que ce métier était interdit aux handicapés et que finalement, il fallait convaincre, il devrait falloir convaincre les syndicats, la corde de pilotes de ligne, le syndicat des pilotes de ligne, et qu'ils allaient probablement s'opposer à cette réforme. Et Brigitte m'a énormément soutenue, a agi souvent en sous-marin, et finalement, après 7 ans de combat, où on a dû prouver, on avait créé une patrouille aérienne, enfin on faisait des choses incroyables, on faisait des missions de surveillance aérienne de feux de forêt, bénévolement, puisqu'on n'avait pas le droit d'être pilote professionnel, alors que d'autres pilotes étaient payés pour faire ça. Eh bien, on a réussi à faire changer la réglementation, à faire changer la loi pour que les personnes handicapées des membres inférieurs, qui peuvent compenser leur handicap grâce à des commandes manuelles de pilotage, donc c'est-à-dire que le poste de travail est adapté, l'environnement de travail est adapté au handicap, la personne handicapée compense et peut devenir pilote professionnel. Et ça, on le doit à Brigitte Revelin-Falcoz. Donc c'est une belle histoire d'entraide, de partage, de sororité. Oui. Et il y a les hommes aussi qui vous ont aidé dans cette démarche-là. Il y a les hommes qui ont refait les contrôles de l'avion. C'est ça, les contrôles manuels. De quoi ? Il y a les hommes aussi qui ont fait tout ce qui est ingénierie aussi. Bien sûr. Oui. Donc Brigitte, on voit une petite Brigitte, pas peu fière, hein, avec ses petites barrettes là sur les épaules.
Et on a aussi, voilà, on voit Guillaume qui est aussi en fauteuil roulant sur la photo et qui lui est notre expert en commande manuelle de pilotage et qui lui a résolu tous les problèmes techniques d'ingénierie pour pouvoir adapter nos avions et surtout adapter un avion de voltige. Parce que la voltige, ça ne souffre pas la moindre imperfection, la moindre erreur, la moindre approximation. Et donc la clé pour pouvoir piloter en toute sécurité, la sécurité qui est le maître mot évidemment en aviation, ce sont les commandes manuelles de pilotage qui ont été pensées, conçues d'abord et avant tout par Guillaume. Super. Donc on voit que vous étiez bien entourés, mais il y avait aussi les personnes importantes dans le domaine de l'aviation qui vous a dit que ce n'était pas possible pour vous, une femme en situation de handicap, de continuer à voler. Et nous pouvons d'ailleurs voir un extrait un exemple d'une situation assez difficile dans ce sens. Donc, est-ce qu'on peut passer le vidéo? Merci. Oui, on se doutait bien que ça allait vous faire réagir. Oui, on voulait vraiment vous le passer parce que c'est vrai que ça montre le genre de situation auquel Doreen a fait face quand même plus qu'une fois. Oui. Donc, comment vous avez réussi à dépasser ce genre d'avis négatif? Oui. Alors, cette vidéo date de 1997. Donc déjà, bon, c'est vous dire que ça date du siècle dernier. Mais bon, est-ce que les mentalités ont évolué? Peut-être qu'on le dirait autrement aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, donc, il faut savoir que la personne qui s'exprime, qui est la plus virulente, c'était à l'époque le numéro 3 de la Direction générale de l'aviation civile. Donc, il faut s'imaginer que c'était un intouchable, que sa parole était immuable, qu'on ne pouvait pas revenir dessus. Et évidemment, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, il était farouchement contre le fait que des personnes handicapées puissent devenir pilotes professionnels. Alors la question qui se pose effectivement, c'est qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place à ce moment-là? Qu'est-ce que vous auriez fait si ça vous était, si vous aviez été, ou vous avez peut-être déjà été confronté à une situation un peu similaire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Pour moi, une chose était certaine, une chose était sûre, c'est que je n'allais pas me battre contre eux. Ça aurait été totalement inutile. Vous savez, dans la vie, quand on se bat contre quelque chose, c'est vrai qu'on bouge, on gesticule, mais bien souvent, en réalité, on est dans l'illusion d'avancer. Tandis que si on se bat pour quelque chose, que l'on donne du sens à son projet, eh bien là, on fait des choix, on avance et des portes finissent toujours par s'ouvrir. C'est comme ça que j'ai rencontré après, quelques années plus tard, Brigitte et toute mon équipe qui m'a suivie dans mon projet. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas me battre contre ces personnes qui, voilà, j'aurais jamais réussi. C'est plutôt me battre pour prouver, pour démontrer tout ce qu'une personne handicapée peut être capable de faire. Eh bien, une personne handicapée peut être capable d'être un pilote comme un autre, devenir pilote professionnel, réaliser des missions, acquérir des compétences et être un pilote avant même que d'être un fauteuil roulant. Les personnes handicapées ont des capacités, des compétences comme les autres. Sauf que si vous ne les laissez pas s'exprimer, ces compétences, si vous les écrasez, comme c'était le cas, moi, il m'a fallu des années pour surmonter ces humiliations. Ça ne s'est pas fait en un jour. Je vous ai dit, il nous a fallu 7 ans pour réussir, parce que c'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Je savais, je voyais, je comprenais l'hostilité
dans les échanges, dans les regards. Et donc, il m'a fallu prendre des voies un peu détournées, J'ai d'abord écrit un livre. Ensuite, le livre a fait que j'ai eu parfois... On m'a donné la parole, j'ai été un petit peu médiatisée. Et donc, du coup, j'ai pu faire connaître notre combat. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses ont pu progresser, évoluer, jusqu'à la signature par Dominique Bussereau, qui était à ce moment-là secrétaire d'État au transport, qui a signé l'arrêté ministériel qui nous a autorisés à devenir pilotes professionnels, à vivre de notre passion, à montrer nos compétences de pilote et nous ouvrir aussi l'accès à la voltige, qui aussi était un sport interdit aux personnes handicapées. Mais là encore, j'ai pu compter sur Brigitte, qui a vraiment, donc eu recours à tout un... Elle a agi en sous-marin, elle a eu recours à tout un réseau autour d'elle pour essayer de convaincre, parce que c'était pas facile de convaincre et de trouver sa place dans ce milieu qui est à la fois un milieu d'hommes, oui, mais surtout aussi un milieu assez élitiste finalement, et où les personnes handicapées n'avaient pas leur place. Super, oui, bravo. Enfin, plutôt que de dire les personnes handicapées, je devrais dire les personnes vivant avec un handicap. Parce que le handicap, ce n'est pas ce qui nous définit. Non, absolument. Non, c'est une bonne réflexion. Oui, devenir pilote. Donc, pour moi, je voulais juste vous montrer... Oui, j'adore les photos de vous en pilote, en plein vol. C'est vrai que devenir pilote, c'était déjà un défi énorme. Pourquoi avez-vous choisi d'aller plus loin dans le voltige? Pourquoi la voltige? Parce que je voulais... la voltige, c'est vraiment... on va aller rechercher l'excellence à travers la voltige, l'excellence dans le geste. D'ailleurs, je revoyais la vidéo tout à l'heure, le petit reportage de TF1. Bon, vous l'avez peut-être pas vu, mais moi, j'ai pu voir toutes les petites imperfections dans la petit temps de pause un tout petit peu trop long. On va aller rechercher l'excellence dans le geste. C'est vraiment le pilotage... perfection dans le pilotage et donc voilà, c'est ça que je suis allée chercher, l'excellence, devenir une experte véritablement de ce que je savais faire, repousser les limites. Et puis vous savez, la voltige, au-delà d'être un sport individuel, c'est aussi un sport collectif parce qu'on a besoin de toute une équipe autour de soi, mais c'est aussi un apprentissage. On découvre tellement sur son propre potentiel, on va aller repousser les limites, on sort de sa zone de confort et on va devenir le pilote qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir être finalement. On va devenir quelqu'un d'autre et voilà, et c'est merveilleux ce cheminement où on repousse sans cesse ses limites, où voilà, c'est ça que je suis allée chercher dans la voltige. Et puis aussi parce que c'était une voie qui restait à explorer pour les personnes handicapées. Donc une nouvelle voie à ouvrir, une nouvelle occasion d'être un peu une pionnière dans mon domaine. Alors j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. C'est vrai qu'on dirait que vous dansez dans l'air, en fait. C'est vrai, avec la musique dans le reportage. Et c'est totalement épanouissant aussi pour celle ou celui qui aime voler, piloter. C'est du grand art. Voilà, donc je me disais, moi aussi, il n'y a pas de raison, moi. Et puis puisque je ne peux pas marcher, eh bien je vais voler et je vais voler à la perfection. Et ouais.
Donc, quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai lu un peu plus sur votre histoire, c'est que je vous ai souvent entendu dire que vous n'étiez pas bon en maths. Et ça, c'est une phrase, c'est vrai qu'on entend plus souvent des filles que des garçons et qui nous interpelle dans notre domaine. Comment avez-vous fait franchir cet obstacle pour devenir pilote? Eh bien, j'ai compensé, parce qu'il y a plusieurs façons de devenir pilote. Effectivement, ça peut être le côté un petit peu très, très rigoureux, l'esprit mathématique, d'ingénieur, etc. Puis il y a une autre façon de devenir pilote où on fonctionne beaucoup plus à l'intuition. L'intuition, l'observation. Et ce que m'a apporté mon handicap, je crois même que ça a été un plus, c'est que mon handicap m'a obligée, pour compenser, à ressentir davantage comment mon avion évolue et comment mon avion glisse sur les filets d'air. J'ai vraiment dû développer cette capacité du ressenti davantage qu'un pilote valide, et c'est ce qui m'a permis de compenser. Je prends souvent cet exemple où on avait dans notre aéroclub un pilote, un ingénieur, et qui lui volait avec un GPS, et il tenait toujours absolument à être exactement pile poil sur son tracé, sur la ligne du GPS. Et lorsqu'il était en vol, y compris en tour de piste, vous savez, quand on fait des circuits de piste où volent d'autres avions, il avait le nez sur son GPS comme ça parce qu'il voulait vraiment être toujours sur le trait. Et il ne regardait pas l'environnement autour. Mais l'environnement, c'est aussi d'autres avions qui peuvent voler. Et donc ce pilote était extrêmement dangereux. Son souci de la... vous comprenez ce que je veux dire, être absolument de la précision, d'être sur le trait, parce que ses calculs mathématiques l'avaient mis sur ce trait et il ne devait pas être 3 mm à côté. Eh bien, ça faisait de lui un pilote extrêmement dangereux. Tandis que quand vous pilotez comme moi un petit peu plus à l'intuition, vous ressentez votre avion, vous ressentez quand le moteur, il y a un petit raté dans le moteur, vous apprenez tout ça, l'avion devient le prolongement de votre corps, les ailes deviennent vos bras, vos jambes, et vous regardez dehors, vous regardez les points de repère. Et ça fonctionne aussi bien, ça fonctionne tellement bien. C'est quoi alors? Envie d'envol, on perçoit mieux le sens du travail. Ouais. Ça fonctionne tellement bien que vous savez quoi? Un jour, j'ai remporté une compétition de voltige face à des pilotes valides, face à 2 ingénieurs. Ouais, ben ouais. Parce que, bon, je me suis beaucoup entraînée, mais parce que l'entraînement, pour moi, je devais compenser, m'entraîner beaucoup, voler beaucoup pour ressentir mon avion. Et ce qui m'a fait gagner cette compétition, c'est que peut-être qu'eux, ils étaient plus attachés aux figures parfaites, etc., mais ils en oubliaient le positionnement, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais dans le box, vous comprenez? Quand vous êtes face à un jury, vous devez évoluer dans un box, en fait, dans un carré. Et eux, ils étaient peut-être un petit peu trop au sud ou au nord. Enfin bon, voilà, ils en oubliaient de gérer le box. Tandis que moi, le fait de regarder dehors, de ressentir, enfin bon, bref. Du coup, voilà, j'ai compensé les mathématiques et effectivement, les mathématiques sont une voie, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres voies aussi qui peuvent fonctionner. Et ce qui m'a fait aussi m'accrocher, c'est comme je disais, donner du sens à son projet. Et pour moi, le sens de faire de la voltige, c'est de retrouver ma liberté. Et d'avoir ce sentiment, de retrouver ma pleine liberté, de pouvoir même danser dans le ciel, chose que je ne peux pas faire sur Terre. Non, je trouve que c'est très riche comme témoignage parce que on est dans un monde aussi de rationnel où le rationnel prime. Et j'ai le souvenir dans une de vos livres où vous avez dit que
il y a un certain instructeur qui vous a voulu vraiment que vous passiez par le technique, mais que vous avez insisté et trouvé votre voie aussi avec cet équilibre entre l'intuition et le technique. Oui, oui, c'est un équilibre. Mais vous savez, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de l'IA. Et c'est vrai que l'IA ne m'aurait jamais permis de voler. Ce qui m'a permis de voler, c'est le courage, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est l'équipe en fait. C'est ça qui m'a permis de voler. Ça a été une véritable aventure humaine que j'ai vécue. Et voilà. Et ce qui est important dans cette expression aventure humaine, c'est le mot humain. Ouais. Et donc il y a... Donc je note qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même objectif en fait. On n'est pas obligé de suivre le tracé décidé par d'autres. Donc merci Doreen. Donc au cours des différentes étapes de votre vie, comment avez-vous choisi les combats qui ont fait la richesse de votre parcours ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ce qui était important, c'était de donner du sens. D'abord, le point de départ, ça a été pour moi de donner du sens à l'accident. Voilà. Et donc, pour ça, il fallait que je me relève. Peut-être que j'ai eu aussi cette chance d'avoir déjà, avant l'accident, cette passion pour l'aviation. Parce que déjà, même à l'hôpital, lorsque j'étais dans ma chambre d'hôpital, j'avais demandé à mon frère de tapisser les murs de ma chambre de posters d'avions. Et tous les soirs, avant de m'endormir, je plongeais dans ces posters. Alors de temps en temps, je volais aux côtés de Jean Mermoz, aux côtés d'Adrienne Bolland, de Catherine Monory. Je volais à bord de machines extraordinaires. Mais ce que je veux dire à travers cet exemple, cette anecdote, c'est que au lieu finalement d'en vouloir à la terre entière, au lieu d'en vouloir aux pilotes de nous avoir projeté contre la montagne et de m'avoir rendu paraplégique, j'ai toujours gardé une image finalement positive sur l'aviation et donc sur ce qui m'était arrivé. Et je crois que c'est là la plus grande leçon, la plus profonde des leçons que je retiens de mon accident, c'est que dans la vie, pour avancer, pour rebondir, et pour que le rebond finalement nous emmène encore même plus haut que l'échec, eh bien, tout dépend de notre capacité à porter un regard positif sur ce qui nous arrive. Voilà. Et donc, de donner du sens à notre vie, du sens à nos combats, du sens aux choix. Et nos choix doivent être orientés en fonction du sens que l'on veut donner à notre vie. Moi, c'était facile, en fait. Finalement, je trouve que mon parcours a été facile. Pourquoi ? Parce que ma ligne directrice, ça a été de prouver, finalement, je me répète un peu, mais tout ce qu'une personne handicapée peut être capable de faire. Je me souviens quand je suis rentrée un week-end du centre de rééducation. Au bout d'un temps, vous avez le droit de rentrer chez vous pour le week-end à la maison. Et donc, quand je suis arrivée à la maison et qu'on s'est retrouvés devant la maison face à une volée d'escaliers, oui, parce que mes parents habitent à l'étage, mon père m'a dit cette phrase. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, avec une handicapée à la maison ?» Oui, c'est dur. Ouais. Il m'a dit cette phrase parce que, bon, je n'en veux pas, évidemment, quand le handicap survient dans une famille, c'est la déflagration. Et finalement, ce n'est pas que la personne handicapée qui est affectée, c'est aussi tout l'entourage. Il faut le comprendre. Mais à ce moment-là, ça m'a mis en colère, évidemment. Et cette colère, eh bien, je l'ai utilisée comme une force, une énergie, un moteur pour en faire quelque chose et pour dire, bah, tu sais quoi ? Je vais te prouver que tu as tort.
Je vais te prouver que moi, je suis toujours ta fille, je suis toujours Dorine. C'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que mes rêves ont changé. Mais pour ça, il fallait que je le démontre, je lui prouve. Et c'est ce que j'ai fait. Mais toujours dans un sentiment j'étais pas jamais été portée par la haine, hein, attention. Hein. Je crois aussi ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai toujours gardé en moi cette joie de vivre qui est essentielle aussi pour avancer, qui est contagieuse, qui se partage. Et c'est la joie aussi qui a été mon grand et mon véritable moteur. Et d'ailleurs, la voltige, je pense, c'est une façon d'exprimer sa joie, son bonheur de voler. Oui, non, mais merci beaucoup, Dorine. C'est absolument passionnant, tout ce que vous racontez. Et c'est vrai, on sent, ce que je trouve extraordinaire, c'est le positif, le côté positif et le fait que je pense que c'est les vraies leçons pour nous, c'est de ne pas aller frontalement contre le sanction, mais d'essayer de proposer autre chose. Et ça, c'est très fort dans vos messages. Oui, c'est avec justement cet esprit positif qu'on va pouvoir s'adapter à l'environnement, aux circonstances. Vous imaginez quand vous vivez en fauteuil roulant, il y a des obstacles partout, les trottoirs, les marches, enfin c'est en permanence. Eh bien, vous allez devoir vous adapter et autant prendre les choses de façon malgré tout positive et de voir ce que vous pouvez retirer, les leçons que vous pouvez en retirer de chaque épreuve, de chaque obstacle, de chaque échec pour les utiliser, pour grandir en fait. Et voilà, mais pour pouvoir les dépasser, il faut d'abord et avant tout bien les observer, les comprendre les choses et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et aussi avec cet esprit positif, pouvoir tisser des liens, des relations, des liens avec les autres qui vont faire que le combat va devenir aussi collectif. Une mission. Important. Une mission collective. Bon, il nous reste donc quelques minutes et on peut très bien prendre des questions s'il y en a dans la salle ou en streaming. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Tiens, il y a une main se lève. Ouais. Bonjour et merci pour ce témoignage. Moi, j'avais une question. On a vu que vous avez eu votre sens, c'était d'arriver à montrer qu'avec un handicap, on pouvait arriver quand même à pouvoir voler. Et maintenant, vous y êtes arrivé à ce sens. Donc du coup, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous voudriez faire? C'est une bonne question. Plein de choses. Déjà, continuer. Justement, aujourd'hui, je suis plus dans la transmission. Je vole beaucoup moins. On avait un magnifique avion de voltige que l'on a donné à un pilote italien pour que lui puisse à son tour. Un jour, j'ai pris les clés, je lui ai dit tiens, voilà les clés de ton rêve pour qu'il puisse lui aussi vivre son rêve de voltige en devenant instructeur même de voltige tout en étant en fauteuil roulant. Donc aujourd'hui, je suis plus dans la transmission. Prendre la parole, justement, partager cette expérience, cette aventure humaine que j'ai eu la chance de vivre. Et aussi, on voit une photo. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut permettre aux personnes paraplégiques et tétraplégiques de se remettre debout grâce à des exosquelettes. Donc je soutiens aussi l'entreprise, la start-up, l'entreprise Wondercraft qui a développé un exosquelette pour pouvoir retrouver la marche
à l'aide d'une machine, à l'aide de cet outil. Et voilà la photo. Et donc ça, c'est mon prochain défi. J'en ai d'autres. Voilà, mais bon, c'est... Pour l'instant, c'est juste sur le papier. On attend le prochain épisode. Comment ? On attend le prochain épisode. Le prochain épisode, oui. Mais oui, toujours plein de projets, évidemment, parce qu'il faut jamais s'arrêter. Et puis, vous savez, ce que je dis souvent, quand vous atteignez un objectif, en fait, vous ne franchissez pas seulement une ligne d'arrivée, mais c'est souvent aussi la ligne d'un nouveau départ. Voilà, donc vous atteignez un objectif, vous vous posez un peu, et puis ensuite vous avez envie de repartir. Mais aujourd'hui, oui, je suis plus dans l'accompagnement de projets. On a une autre question. Vous avez utilisé le mot pilote valide, mais pas pour vous. Du coup, quel est le mot que vous utilisez pour un pilote handicapé? Ou pourquoi vous n'utilisez pas ce mot pour vous? Je dis pas pilote handicapé? Non, valide, un pilote valide. Et oui. Pourquoi? Non, c'est parce que tout à l'heure, quand vous parlez par exemple du concours que vous avez gagné, oui, vis-à-vis des autres des pilotes valides. Oui. Pas en situation de handicap. C'est ça, pas en situation de handicap. Oui. Du coup, est-ce que j'avais compris que ce n'est pas les mots que vous utilisez pour vous? Handicap? Non, le fait d'être un pilote valide. En fait, c'est le mot... valide. Ouais. Oui, c'est le fait que vous avez parlé d'une personne pas en situation de handicap en disant valide. Oui. Oui. Et par contre, on ne dit pas invalide pour les personnes en situation de handicap. En fait, c'était ça la question, je pense. Oui, peut-être que c'est... C'est peut-être c'est vrai, on a les tics de langage. Oui. On parle de personnes. Je sais que parfois, je rencontre des personnes qui vivent avec un handicap et qui ne supportent pas qu'on leur dise que ce sont des personnes handicapées, qu'elles sont handicapées. Voilà, il faut dire en situation. Voilà. C'est vrai que moi, je pense avoir dépassé tout ça. Les mots, voilà, enfin, au-delà de tout ça, ça me dérange pas du tout de dire que je suis handicapée, parce que de toute façon, on a tous nos handicaps. Moi, si je vous emmène là-haut, et que je vous mets la tête à l'envers, ouais, c'est vous qui allez être handicapés. Donc, c'est quand les décollages. Ça me pose pas de problème. Le mot handicap ne me pose pas de problème. Au contraire, même aujourd'hui, je dirais même que j'aime ce mot, parce que derrière ce mot, c'est un mot qui veut dire que le handicap va nous obliger à compenser donc, et à développer d'autres compétences, d'autres capacités, voilà, qu'on n'est pas obligé de développer si on n'est pas confronté à cette situation, quoi. Donc on a tous des qualités, on a tous des compétences, on a tous voilà, et le handicap, on a tous des handicaps aussi qu'il va falloir compenser. Je suis sûre que vous avez tous... on est tous les individuels. Si on fait un petit sondage... alors ça, c'est toi, c'est quoi ton handicap? Voilà, non, mais après... sauf que moi, il est visible. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. Un dernier deux. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et j'ai entendu dans votre histoire beaucoup de combats que vous avez dû mener vis-à-vis de l'extérieur. Je voulais savoir aussi s'il y avait des combats avec vous-même qu'il avait fallu mener. Bien dans sûr. ce cas-là, quel témoignage vous pouvez nous proposer? Parce que je crois qu'on peut être parfois son pire ennemi dans ce genre de situation. Oui. Ah oui, bah, évidemment, parce que la personne qui nous accompagne au quotidien et avec laquelle on dialogue en permanence, c'est nous-mêmes. Et c'est vrai, c'est une très bonne question. Parce que j'avoue, au début, quand j'ai commencé la voltige, je me disais toujours, oh là là, surtout Dorine. Enfin, je me disais, mais
tu n'y arriveras jamais, t'es nul, c'est trop difficile pour toi, c'est un challenge trop ambitieux, la barre est trop haute. Et donc, j'avais tendance comme ça à avoir ce petit dialogue avec moi-même, et c'était très compliqué. Et en fait, j'ai compris que il fallait que je pense autrement. C'est-à-dire que dans mon avion, au lieu de me dire, surtout Dorine, te loupe pas, te manque pas, fais pas ci, fais pas ça, va pas à gauche, au lieu de me dire va pas à gauche, dis-toi va à droite. Et là, ça va fonctionner en fait. Toujours et donc j'ai changé mon vocabulaire. Et au lieu de me dire je suis nulle, ben c'est normal, hein, au début, premier vol au Bourget, j'avais tellement peur, je disais oh là là, pourvu que je me loupe pas, pourvu que je me dise pas. Et j'ai un pilote qui m'a donné cette phrase, il m'a dit mais non Dorine, dis-toi que tu es bien meilleure que celle que tu crois être. Et j'ai adopté cette petite phrase qui est pour moi une véritable formule magique. À chaque fois que avant chaque décollage, maintenant, je me redis toujours, eh ben Dorine, tu es bien meilleure que celle que tu crois. Tu es au-delà de celle que tu crois être. Alors voilà. Et voilà. Mais moi aussi, hein, au début, j'avais besoin de me moto-coacher, moto-motiver, voilà. Mais on est tous pareils. On appelle ça le corbeau. Merci. Mais on est tous pareils, mais ce qui est important, c'est d'oser le dire. Pas dire « Ah non, mais moi je suis meilleure que vous. Hein. » Je me suis jamais posé de question. Non. Avant chaque décollage, il y a une appréhension, il y a une petite peur, et qui est normale, et qui est même nécessaire, parce que c'est ce qui va faire qu'on va mettre tous nos sens en alerte et qu'on va être prêt pour l'imprévu. Si quoi que ce soit se passe, en vol, au décollage, une panne, n'importe quoi, eh ben on est prêt à y répondre parce que on est mobilisé pour y répondre. Bon, merci. Un dernière question alors? Ça marche pas? Ça marche pas. Si, ça marche. Oui. Là, ça marche. Oui. Juste, je vais aller très vite. Moi aussi, j'avais une dernière question à vous poser. Franchement, Dorine, vous m'avez touchée en plein cœur. Une leçon de vie incroyable, une force incroyable que vous nous donnez à toutes, je crois, ici. J'ai pris plein de notes et je vais m'appliquer plein de principes que vous nous avez donnés. Vous avez ouvert une voie, vous l'avez dit, vous êtes la pionnière. Est-ce que vous avez convaincu d'autres femmes handicapées de se lancer dans l'aviation, dans la haute voltige? Moi, je suis curieuse, je voudrais savoir. Alors, pas forcément d'autres femmes paraplégiques, mais des jeunes femmes valides, oui. Oui, des jeunes femmes qui se posaient des questions, qui n'osaient pas et qui sont devenues pilotes de chasse, qui sont devenues pilotes dans l'armée de l'air, pilotes de transport. Plus des femmes valides d'ailleurs que handicapées. On est très peu nombreux de pilotes handicapés. Parce que j'imagine qu'on a une image de l'aviation, on se dit c'est très difficile, c'est très contraignant. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement personnel, ça demande du temps, voilà. Donc il faut être prêt à s'engager. Oui. Hein, c'est vraiment un engagement, mais voilà. Mais des pilotes valides, oui, ça c'est... Oui. Franchement, chapeau bas. Merci à vous. Oui. Donc, écoute, merci pour vos questions et merci infiniment Dorine pour ce témoignage. Merci, passionnant. On reste un petit moment ensemble encore. Hein? Oui, absolument. Oui. Ah, il y a encore une question? Oui. Ah, ok. Avec plaisir. Oui, merci finalement. Je peux poser la question. Vous arrivez. Oui. Alors, à un moment donné, vous avez évoqué en fait la colère que vous avez contre les paroles de votre père. J'aimerais bien savoir si le fait de devenir pilote a apaisé cette colère en vous. Oh oui, alors, mais elle n'est pas... cette colère, elle était latente peut-être, mais je me suis pas laissée embarquer par cette émotion qui est une émotion négative. Je l'ai utilisée
utilisé pour faire quelque chose, je l'ai transformé pour en faire quelque chose. Nos émotions sont légitimes, il faut les écouter, il faut écouter ces émotions, parce que nos émotions nous interrogent, nous questionnent sur ce qui est véritablement important pour nous. Et perdre l'usage de ses jambes à 16 ans, c'est quelque chose qui est important dans une vie, c'est quelque chose qui transforme, qui bouleverse votre vie. Entendre ces mots, pour moi, c'était quelque chose, d'important. Mais pour autant, je ne me suis pas laissée envahir par cette colère, parce que déjà parce que j'aimais mon père quand même, et donc je ne voulais pas ne retenir de lui que cette phrase et le réduire à cette phrase comme lui me réduisait à mon handicap. C'est beaucoup plus subtil que ça, évidemment. Mais par contre, d'avoir entendu ces mots m'a fait prendre conscience que si lui le pensait, d'autres allaient le penser aussi, et que ça allait être là mon véritable combat, en fait. Ça a pointé du doigt mon combat. Et donc, cette colère, je l'ai utilisée. J'ai utilisé cette énergie quand j'allais pas bien. Eh bien, cette énergie-là, je me disais, mais attends, j'ai des choses, moi, à prouver. Donc, Dorine, ok, t'as peur, mais tu vas quand même y aller dans cet avion. Parce que t'as plus à y gagner en devenant pilote qu'en choisissant le programme Allocation Canapé Télé. Donc ça, je l'ai compris, je l'ai compris parce que peut-être aussi parce que j'ai eu la chance, encore une fois, d'être portée par une passion. La passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça génère en vous de l'envie, de l'enthousiasme, de l'énergie, une énergie positive. Donc voilà, mais quand même si on n'est pas tous passionnés, je pense que c'est important d'entendre ces mots, d'en prendre conscience, parce que si on n'a pas conscience du potentiel de chacun que l'on a en soi, on ne peut pas avancer. Si on en prend conscience, là on va pouvoir progresser, on va pouvoir travailler, on va pouvoir aller de l'avant. C'est aussi pour ça que c'est important d'être aujourd'hui avec vous. Voilà. Donc merci Dorine, je pense que vous nous avez donné plein de leçons pour la vie dans cet témoignage. Merci. Merci à tous et à toutes. Et on lance la vidéo.